Je dis souvent dans mes vidéos, tout le temps même, qu'il faut avoir un esprit structuré. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, ça me paraît évident, mais je sais bien que ça ne l'est pas tant que ça, parce que, au fond, eh bien, rien n'est jamais évident. Avoir un esprit structuré, c'est justement ce qu'on n'apprend pas, ou plus, ni à l'école, ni à l'université, ni ailleurs. Moi, vous savez, j'ai enseigné la philo pendant des années, et je me souviens très bien que le programme en terminale était énorme, colossal même, surtout pour des élèves de 17-18 ans. Il fallait leur apprendre déjà ce que c'était que la philosophie, ce que ça voulait dire, à quoi ça servait. Il fallait aborder une vingtaine de notions très complexes, et il fallait aussi expliquer les auteurs. Et en fait, la vérité, c'est qu'il était impossible de tout faire en 9 mois. C'était les 12 travaux d'Hercule. La réalité, c'est que si on faisait ne serait-ce que 25 ou 30% du programme, c'était déjà très bien. Parce que l'essentiel, c'était de leur apprendre à penser, à organiser 2 ou 3 idées entre elles pour aboutir à un discours construit et cohérent, avec un point de départ, un développement et une conclusion tranchée et qu'on assumait et sur laquelle il fallait argumenter. Et si on arrivait à faire ça, c'était déjà magnifique. Or, en milieu d'année, les parents d'élèves venaient me voir en général pour me demander pourquoi on n'en était pas à la moitié du programme. Ils me demandaient, mais qu'est-ce qui vous prend tout ce temps? En fait, ce qui les intéressait, eux, c'était qu'à la fin de l'année, le programme ait été entièrement abordé. Autrement dit, qu'on ait parlé de tout, que je remplisse les cerveaux de leurs enfants de tout ce qui était prévu par le programme officiel de l'éducation nationale. Eh bien ça, c'est avoir un esprit rempli. Un peu comme les gens, autre exemple, vous savez, qui jouent à question pour un champion et qui ont réponse à tout. Ils ont des connaissances dans toutes sortes de domaines, mais la vérité, c'est que ça ne leur sert strictement à rien. Parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et ça, parce qu'il n'y a aucun lien entre ces connaissances. Autrement dit, ils ont la tête farcie de toutes sortes de choses inutiles et sans cohérence. Et pourtant, la plupart des gens qui les regardent à la télé, les regardent avec admiration, en se disant « Waouh, qu'est-ce qu'il est calé, celui-là, c'est vraiment une tête. » Mais non, c'est faux. Il a peut-être de la mémoire, mais c'est tout. Et je dirais même qu'en réalité, il a l'esprit encombré. Et le pire, c'est qu'il joue à un jeu télé qui ne le conduit strictement nulle part. Eh bien, vous voyez, avoir un esprit structuré, c'est le contraire de ça. C'est le contraire de question pour un champion. C'est savoir utiliser ses connaissances, d'utiliser les connaissances qu'on a, même si on n'en a pas beaucoup, pour en faire un discours cohérent. Le but, c'est d'avoir de la visibilité en soi-même et dans sa vie, et ensuite, par voie de conséquence, de la visibilité sur le monde et sur la place qu'on y occupe. C'est ça, avoir un esprit structuré. 1, savoir qui on est, 2, où on va, et 3, pourquoi on y va. Et c'est ce que j'essayais de faire, moi, avec mes élèves, alors que les parents, eux, voulaient du remplissage. Parce que tout ce qu'ils voyaient, c'était la note du bac, ce qui est dérisoire. Et quand j'ai compris que l'institution voulait la même chose qu'eux, que les parents, ben je me suis barré. Bon, j'avais les moyens de le faire. Mais je suis parti parce que j'ai compris que ça servait à rien, en fait, d'essayer de leur apprendre à penser. Les élèves, c'était pas de leur faute. Les parents non plus, à la limite. Bon, quoique. Mais vous voyez, quand vous commencez à vous battre contre l'institution elle-même, dont c'est pourtant la mission de construire des élèves, de construire l'esprit des élèves, bah là, c'est foutu. Vous comprenez? L'important, c'est pas d'accumuler les connaissances, c'est de savoir s'en servir pour penser sa propre vie et son rapport au monde. C'est faire place nette en sélectionnant des connaissances qui vous servent à structurer votre vie. Table rase, disait Descartes. Parce que c'est ça qui vous permet de penser et donc d'être libre. Un esprit structuré, c'est pas un esprit qui contient davantage d'idées, c'est un esprit qui est capable de les mettre en ordre. C'est très différent.
Un esprit qui sait hiérarchiser, relier, clarifier, distinguer ce qui compte réellement de ce qui n'a aucune importance. En clair, il s'agit de définir le sens de sa propre vie. Et si on n'a pas un esprit structuré, ben on souffre. Il n'y a qu'à voir les chiffres des dépressions aujourd'hui et de consommation des médicaments. Le problème de notre temps, c'est pas la société de consommation. C'est plutôt qu'on ne sait plus comment penser le sens de notre vie dans un monde qui ne nous en offre plus aucun. Plus aucun sens, plus aucun idéal collectif, plus aucun respect pour l'autorité, plus aucun sens du devoir, plus aucune compassion, plus rien de rien, de rien. Juste de la violence, du manque de respect et de la bêtise brutale. Or, si on en est arrivé là, c'est parce qu'à l'origine, on a laissé s'effondrer le niveau d'exigence à l'école et qu'il ne s'agit plus du tout d'y apprendre à penser. Tiens, vous voulez que je vous dise, petite parenthèse ici, l'école, vous savez ce que c'est ? C'est un hub d'aéroport. C'est-à-dire que vous avez des passagers qui arrivent sans cesse et qui doivent prendre des avions dans différentes directions, d'accord ? Et il ne faut surtout pas que le hub soit encombré. C'est-à-dire que les passagers s'accumulent. Parce que vous voyez, le hub, il peut pas en contenir au-delà d'un certain nombre. Vous me suivez ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on facilite le passage, le plus possible. On conduit les passagers d'un point A à un point B, c'est-à-dire à leur porte d'embarquement pour qu'ils prennent leur avion. Après, si les avions arrivent, ben ça, c'est plus le problème. C'est plus le problème de l'institution, vous comprenez ? Il faut juste faciliter le passage pour que les autres passagers qui arrivent derrière. Vous me suivez toujours ? Bon, eh bien, quand vous avez compris ça, alors vous avez compris le fonctionnement de l'école, qui ne sert plus à dispenser le savoir. Attention, même plus les savoirs fondamentaux, rien. Il faut lire les copies au bac. Mais simplement à faire de la garderie. C'est tout. Et éventuellement, aussi, repérer les meilleurs éléments et les envoyer en classe prépa, parce qu'on en a besoin, mais rien de plus. Donc, vous voyez, je disais, avoir un esprit structuré, c'est avoir de la clarté en soi-même, et donc la capacité de conduire sa vie. Il ne s'agit pas d'apprendre des citations par cœur, parce que ça n'a aucun sens, c'est que dalle. Ce qui compte, c'est de savoir comment transformer le chaos qu'on a en soi-même en un ordre cohérent. Comment donner une forme à son propre esprit. Et ça n'a rien d'abstrait, il n'y a rien de plus concret. Parce que l'enjeu, encore une fois, c'est d'être libre. Vous voyez bien que c'est d'une toute autre importance que la note du bac, dont on a radicalement que faire. Autrement dit, en toile de fond, eh bien, il y a un lien entre ce que vous savez et votre manière de vivre. Si vous savez plein de choses, comme dans Question pour un champion, dont je parlais tout à l'heure, mais que cela ne change rien en vous, c'est que ce que vous savez ne sert strictement à rien. Exactement comme un médecin qui fume. Il sait que c'est mauvais, et même il le sait mieux que personne. Et s'il continue à fumer, c'est que son savoir n'a rien changé en lui. Et au contraire, quand ce que vous savez vous aide à changer, quand ça vous transforme à tel point que vous changez de manière d'être et d'agir, alors c'est que votre savoir s'est transformé en connaissance. Et donc, il y a une distinction à faire ici entre savoir et connaissance. Vous voyez, le savoir, c'est l'information brute. La connaissance, c'est ce que le savoir a produit en vous. Un homme de savoir et un homme de connaissance, c'est pas la même chose. L'un est dans l'accumulation des informations, l'autre est dans la transformation de lui-même. Il se transforme. Et je dirais même qu'il s'est opéré en lui une autre naissance. Il faut entendre ce mot ici, connaissance, ou si vous préférez, avec naissance. En clair, l'homme de connaissance, c'est quelqu'un qui est né à nouveau, qui n'est plus le même, qui s'est transformé grâce à ce qu'il a compris. Dès les origines, en fait, la philosophie s'est présentée comme ça. Vous voyez, pour les philosophes, penser,
ça servait à ça, c'est-à-dire définir une autre manière d'être et d'agir. Même chose dans les différentes traditions orientales, pareil. C'est ce que j'appelle, moi, la vie philosophique. Mais au fond, d'une manière générale, c'est ce qu'on appelle aussi l'éthique, c'est-à-dire une branche de la philosophie qui concerne une certaine manière de vivre en accord avec ce que l'on pense. C'est presque tout de suite devenu, d'ailleurs, l'enjeu essentiel de toute la philosophie. Vous voyez, d'une manière générale, toutes les écoles de philosophie de l'Antiquité s'intéressaient principalement à trois choses. La vérité sur le plan de la connaissance, la justice sur le plan de la politique et l'éthique sur le plan de l'action. Et pour l'ensemble des philosophes, les trois questions étaient liées. On se demande d'abord comment fonctionne le monde sur le plan physique, c'est-à-dire quelles sont les lois qui régulent l'univers, comment le cosmos est-il structuré. Ensuite, à partir de cette observation sur le plan théorique, eh bien, on tire des conclusions sur le plan politique pour savoir qu'est-ce qu'une cité juste, quelles sont les lois les plus en harmonie avec l'univers, ou encore la démocratie est-elle adaptée à l'ordre cosmique. Et enfin, on se pose des questions sur le plan éthique, c'est-à-dire comment vivre, comment conduire sa vie, et surtout, la question la plus fondamentale de toutes, qu'est-ce qu'une vie bonne? Autrement dit, d'emblée, la philosophie fait un lien entre physique, politique et éthique. Simplement, à la fin du 5e siècle avant notre ère, le monde grec est déstabilisé par une guerre qui dure près de 30 ans, la guerre du Péloponnèse, où s'affrontent, pour le dire très rapidement, Athènes et Sparte. Et à travers elle, deux compréhensions du monde, deux modèles politiques et éthiques qui n'ont strictement rien à voir. C'est la démocratie contre la tyrannie, mais alors pour le dire très vite. Or, les Grecs sont frappés de stupeur quand Athènes perd la guerre. Athènes s'effondre, d'accord? Et avec la défaite d'Athènes, à peu près à la même époque que la mort de Socrate, la surprise totale que ça provoque dans l'ensemble du monde grec, tous les savoirs sont à reconstruire. Jusque-là, Athènes, c'était la lumière du monde. Et désormais, si elle est tombée, alors c'est qu'on ne peut plus croire en rien. On ne croit plus aux anciens systèmes. Les hommes ont désormais besoin de réponses très concrètes pour leur vie à eux. Ils veulent savoir ce qu'est une vie bonne. La question éthique prend alors le pas sur toutes les autres. Et elle devient quasiment la seule qui soit vraiment intéressante. La vérité, peu importe. Le monde change sans arrêt. La meilleure cité politique, Athènes est tombée, donc tout est fini. La seule chose qui reste, c'est comment conduire sa vie. Ça vaut la peine de s'interroger. Toutes les écoles de philosophie, toutes s'emparent de cette question fondamentale. Toutes proposaient alors une certaine forme d'éthique, avec notamment les grandes écoles de philosophie, les platoniciens, les aristotéliciens, mais aussi ensuite les stoïciens, les épicuriens, les cyrénaïques, les cyniques, etc. Bref, toutes les écoles grecques et romaines, pour certaines, qu'on connaît plus ou moins bien aujourd'hui. Mais même avant cela, il y avait déjà ce qu'on appelle les présocratiques, avec l'école pythagoricienne, par exemple, à Crotone, dans l'actuelle région de Calabre, l'école d'Élée, en Italie, avec Parménide ou Zénon. Vous savez, Élée, ça se trouve en Campanie, en Italie donc aussi. L'école d'Éphèse, avec Héraclite, dans la région historique d'Ionie, située dans l'actuelle Turquie. Mais aussi les atomistes, avec Leucippe ou Démocrite, les sophistes, avec Gorgias ou Protagoras, etc., etc. Autrement dit, la Grèce, c'est un véritable laboratoire à idées. Mais attention, pas simplement la Grèce elle-même, mais tout l'ensemble du bassin méditerranéen, jusqu'aux rives de l'Afrique et jusqu'à l'Asie mineure, toutes ces régions participaient de cette quête de savoir quelle était la meilleure vie possible. C'est la seule question qui intéresse tout le monde. Dans toutes ces régions, on teste alors des modes de pensée et surtout leurs implications pratiques dans la vie. La philosophie, pour tous ces courants, ça servait à ça, c'est-à-dire à savoir comment vivre. Et puis, plus tard,
Il y a aussi des philosophes beaucoup plus proches de nous dans l'histoire de la tradition philosophique, comme Spinoza au XVIIe siècle, qui lui aussi pensait que la philosophie avait pour enjeu de changer notre vie. C'est tout l'enjeu de l'éthique. La grande ligne de tension de l'éthique, et même de toute son œuvre, c'est de se transformer soi-même par la compréhension de la nature et de ses lois, afin de parvenir à une joie qui dure, une joie qui soit permanente en nous, et qu'il appelle au livre 5 de l'éthique la béatitude. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire comment penser peut-il nous apporter de la joie? Et comment comprendre intellectuellement quelque chose, en l'occurrence les lois de la nature, comment est-ce que ça peut nous faire ressentir une émotion? On se dit, bah voilà encore un philosophe qui parle beaucoup, mais qui ne dit rien de concret, c'est trop flou. Mais lui, Spinoza, il sait très bien ce qu'il dit. Et il est très clair pour peu qu'on se donne la peine d'essayer de comprendre son propos. Et je peux vous dire d'expérience que tout ce que j'ai traversé de négatif dans ma vie, à moi, c'est-à-dire les ruptures, les périodes de remise en cause, les échecs, c'est lui qui m'a aidé à les traverser. Vers 40 ans, par exemple, alors que j'enseignais, j'ai découvert que ce qu'il disait était tout ce qu'il y avait de plus concret. Et là, j'ai relu l'éthique, que pourtant je pensais connaître depuis des années, sous un œil nouveau. Il y a eu Spinoza, mais il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu Nietzsche, notamment, il y a eu Lucrèce, Montaigne, Bergson, Camus, et aussi des écrivains que j'ai découverts ou que j'ai redécouverts à peu près au même moment, dont j'ai découvert, disons, la vocation philosophique, comme Proust ou Dostoïevski, Hess, Kundera, tous les auteurs dont je parle sur ma chaîne principale, c'est-à-dire Cosmos. Au passage, si ce que je dis vous intéresse, alors surtout n'hésitez pas à télécharger mon e-book. Le lien est en description de cette vidéo et c'est gratuit. Vous y trouverez peut-être de quoi nourrir votre propre réflexion si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir perdu le sens de votre vie. C'est gratuit, encore une fois, et ça vous aidera peut-être. Bref, tout ce que je dis sur l'importance d'avoir un esprit structuré, la vérité c'est que je ne l'entends strictement nulle part ailleurs. Comme si la philosophie n'avait pas de vocation concrète dans la vie. Mais moi, ce que je pense, c'est que si la philo ne nous aide pas à changer notre vie concrètement, alors c'est qu'elle ne sert à rien. Mais croyez-moi, elle sert bien à quelque chose. Vous savez, dans les essais, Montaigne nous dit qu'il vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Eh bien, je pense qu'on ne saurait mieux résumer que lui ce que c'est qu'un esprit structuré. Un esprit où règne la clarté plutôt que la surcharge. C'est ce que je vous conseille de viser. Et c'est aussi ce que je vous propose dans mon accompagnement philosophique pour les entrepreneurs. Alors, pourquoi les entrepreneurs, vous me direz? C'est une question qu'on me pose souvent. D'abord, parce qu'il se trouve que je les connais très bien. Parce que j'ai été, par le passé, la plume de grands entrepreneurs et de grands dirigeants. Mais aussi parce que ce sont, de nos jours, les gens qui sont tournés vers l'action. Ce sont les entrepreneurs qui agissent aujourd'hui, qui prennent des risques et qui produisent. Or, tout l'enjeu de mon accompagnement est là. Il consiste à penser sa vie pour mieux savoir comment agir dans le monde. Alors, si ce que je dis vous parle ici, si ça vous intéresse, si vous pensez que je peux vous aider, alors n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à m'envoyer un email pour m'expliquer votre situation et je vous répondrai personnellement en toute bienveillance, n'ayez aucune inquiétude, pour vous dire si je peux vous aider. Mais aussi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement dans mon agenda électronique. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Alors je vous attends et je vous dis à très bientôt.